Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de Crypto-Crypteur. Aujourd'hui, j'essaie de mieux que je peux faire des dives en PID. Je crois que c'est la plus grosse nouvelle depuis 2020, le début de 2020. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer comment c'est gros. Restez là, et on commence ça direct là. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle fête des pères. Je pensais que c'était juste en Amérique, mais bon, j'ai compris que la fête des pères c'est en même temps tout le monde, complètement la fête des mères. C'est pas plus grave que ça, c'est pas le sujet principal d'aujourd'hui bien sûr. Aujourd'hui, je vais entrer dans PID, qui pour moi est une des plus grosses nouvelles qu'il y a eu jusqu'à présent en 2020, je crois. Je vais essayer de tout ramener ça à la même chose, quoi. Parce que pour moi, PID est aussi synonyme de tout l'argent. All the money, comme ils disent en anglais, quand ils parlent de Ripple, quand ils parlent d'XRP. C'est tout le temps l'expression qu'ils prennent, all the money. Écoute, on fait des liens avec Codius, Coil, Forte, Ripple, Interledger Protocol, Polysign, ILP. J'ai même pas mis ILP là-dessus. C'est gros. Pour moi, c'est gros. Donc, comme j'ai dit, je vais faire de mon possible. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis va nécessairement être une vérité absolue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même qui vont faire en sorte qu'à la fin, vous allez comprendre que, oui, XRP, soyez patient. C'est pour ça que j'ai sorti mon super chandail, HODL. Parce que même s'il n'y a rien fait depuis 900 jours presque, parce qu'on célébrait aujourd'hui la 900e journée d'anniversaire du all-time high de XRP. Il n'a pas fait grand-chose à part diminuer puis monter une fois de temps en temps par diminuer, ce qui décourage beaucoup de gens. J'espère qu'avec ce genre de vidéo-là, vous allez reprendre confiance en votre investissement parce que c'est juste une question de patience. C'est vraiment, mais vraiment ça. Ça ne veut pas dire parce qu'il ne fait rien qu'il ne va pas faire quelque chose. Je pense que la majorité d'entre vous, vous le savez. Mais bon. J'espère que cette vidéo-là va vous donner un petit peu plus confiance en tout ça. J'ai beaucoup de choses à parler, fait que ça risque d'être quand même une bonne capsule. Une assez bonne capsule. Mais je vais faire mon mieux pour essayer de tout connecter ça ensemble. En tant que tel. OK? Donc, j'aimerais commencer par expliquer un peu, à la base, ce que Ripple a toujours voulu faire. Je pense que Ripple a essaie de faire en sorte que tous les types de paiements dans ce monde puissent passer au travers d'un seul système. Parce qu'il y a un problème, on peut pas toujours... Il y a trop de gens... Quand on va faire un transfert international, il y a trop de tierces parties qui sont impliquées, qui font monter les frais beaucoup. Et ils voulaient s'attaquer, je crois, à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'à quelque part, ils ont créé l'Interledger Protocol, qu'ils l'ont donné au W3C. Pas pour rien. C'est pas pour rien. Et par la suite, bien sûr, ils ont créé le XRP qui, en tant que tel, est vraiment fait pour faire les transferts rapides. Comme vous le savez tous, je vous apprends rien, à peu près personne, je suis sûr. Mais le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tout l'argent se promène sous un système. Puis en prenant XRP avec des transactions super rapides, avec des coûts très bas, prendre le marché, quoi, en d'autres termes. C'est carrément ça que je vois, moi, de mon côté. Donc, on commence sans plus tarder par un article directement de chez Ripple. Qui d'autre que mieux placé pour expliquer pourquoi PID, pourquoi ils ont participé dans ce système-là, que Ripple. OK? Donc, le titre, les paiements, pourquoi Ripple prend en charge PID, les paiements devraient être plus faciles. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer instantanément une photo, un message, une vidéo à des milliards de personnes et d'entreprises à travers le monde à partir d'un téléphone, d'un ordinateur portable, même via Alexa. Pourtant, des paiements simples et rapides ne sont toujours pas possibles dans ce monde toujours actif où tout le monde porte
un ordinateur dans sa poche, pourquoi est-il plus facile d'envoyer une photo qu'un billet de 5$ que d'envoyer réellement 5$? Contrairement au courrier électronique et au SMS où il existe un seul réseau pour le monde entier, ça vient chercher exactement ce que je viens de vous parler, l'infrastructure de paiement se compose de centaines de réseaux isolés qui ne se parlent pas. Puis je me souviens d'une bonne quote qui a été dite à un moment donné par Brad Garlinghouse dans une entrevue à CNN qui expliquait que est-ce que quand tu prends ton téléphone, tu demandes de passer par tel réseau de cellulaire. Comme nous au Québec, on a Vidéotron, Bell, Fido. Vous, en Europe, vous avez d'autres compagnies de cellulaire, mais vous n'avez pas besoin de demander de passer par un système spécial pour pouvoir téléphoner sur un autre réseau cellulaire à un ami. C'est à peu près la même ordre d'idée ici. Imaginez à quel point les SMS seraient limités si des messages ne pouvaient pas être envoyés entre les différents opérateurs mobiles. Excusez, j'ai été... il y a une pub qui est popée et ça m'a complètement fait perdre le fil. Donc, contrairement au courrier électronique ou au SMS, il existe un... Imaginez à quel point les SMS seraient limités si des messages ne pouvaient pas être envoyés entre les différents opérateurs de téléphonie mobile. Nous enverrions tous beaucoup moins de messages textes et serions moins connectés à nos amis et à notre famille. Si l'envoi d'un paiement était aussi transparent que l'envoi d'un email ou d'un SMS, nous enverrions tous rapidement et facilement plus de paiements dans le monde entier. Le réseau de paiement de demain sera ouvert dans un avenir proche. Un réseau de paiement mondial unique permettra à quiconque de payer facilement n'importe quelle personne ou entreprise instantanément. On est en train de nous le confirmer encore une fois. Tout le monde, partout dans le monde, tirera parti de la puissance de ce réseau des dizaines de fois par jour en envoyant des paiements petits et grands. Les paiements ne seront plus exécutés sur des réseaux fragmentés utilisant des normes propriétaires pour des numéros de compte compliqués, mais ils utiliseront plutôt un réseau uni auquel toutes les sociétés de paiement participent. Un réseau conçu pour les consommateurs et les entreprises d'aujourd'hui. Ça me fait penser à un protocole Internet qu'on a déjà parlé il y a une couple de mois. Pour concrétiser cette vision, Ripple rejoint aujourd'hui 40 entreprises et organisations à but non lucratif dans le monde en tant que membre de la nouvelle coalition Open Payments qui lance PayID, l'identifiant de paiement universel. PayID est un standard gratuit et ouvert qui permet l'interopérabilité entre les réseaux de paiement. PayID permet une croissance organique où aucune entreprise ne peut contrôler ou fixer les conditions d'adhésion. Cette solution est construite autour des gens, remplaçant un numéro de compte complexe par des noms simples, faciles à comprendre et à mémoriser et à taper. PayID fonctionne sur n'importe quel réseau de paiement ou de devise, qu'il soit fiduciaire ou numérique. PayID améliore RippleNet. Un réseau de paiement ouvert qui unit tout le monde dans le monde est une ressource précieuse pour chaque participant. Et un réseau ouvert construit sur des normes ouvertes permet l'innovation de la croissance, tout comme l'adoption d'Internet sur le téléphone mobile. PayID est une étape importante dans le cheminement vers cette expérience de paiement mondiale ouverte. Le réseau mondial de paiement RippleNet intègre PayID pour améliorer l'interopérabilité dans les paiements transfrontaliers. La mission et le travail de la coalition s'alignent sur la vision fondatrice de Ripple. Permettre au monde de déplacer la valeur comme il déplace l'information aujourd'hui. Un concept que nous appelons l'Internet de la valeur. RippleNet et le service on-demand liquidity de RippleNet permettent aux institutions financières d'envoyer instantanément, de manière fiable et rentable, des paiements mondiaux en tirant parti de la technologie de la blockchain et de l'actif numérique XRP. Ensemble, les solutions innovantes de Ripple combinant la puissance des efforts de la Open Payment Coalition transforment les paiements mondiaux pour tout le monde partout. En permettant à un monde où l'argent se déplace aussi facilement que l'information, PayID fait avancer les paiements numériques, simplifie les paiements mondiaux pour tout et rapproche le monde de la réalisation de l'Internet de la valeur. Ripple est fier de faire partie de cette coalition de leaders de l'industrie aidant à établir cette norme ouverte si nécessaire pour l'interopérabilité afin que l'Internet des valeurs puisse devenir une réalité. Et pour en savoir plus, Donc, en gros, pour faire un résumé rapide, PayID, c'est comme une espèce d'adresse email
accepter qu'on ne met pas arrobas, mais on met le signe du dollar. C'est aussi simple que ça. Donc oui, ça devient beaucoup plus simple de créer un compte et de l'envoyer de l'argent quand on est capable de retenir qu'une seule adresse de paiement. C'est merveilleux. Ça me fait penser à des choses beaucoup. Mais bon, on va continuer. Ouais, j'ai sorti cet article-là ici. De Business Wire. Qui est sorti le 18 juin. Les leaders de l'industrie lancent PID, l'ID universel de paiement, une alliance multinationale de leaders de l'industrie, notamment GoPay, Ripple, Blockchain.com, Brave, Flutterwave, Mercy Corp, dévoilent une solution open source pour unifier les paiements atteignant plus de 100 millions de consommateurs. Aujourd'hui, l'une des principales sociétés technologiques, financières et à but non lucratif s'associe pour annoncer le lancement de PID, un identifiant de paiement universel pour simplifier le processus de l'envoi et de réception d'argent à l'échelle mondiale, sur n'importe quel réseau de paiement et dans n'importe quelle devise. GoPay, Ripple, Blockchain.com, BitPay, Brave, Flutterwave, tout ce que je vous ai déjà nommé font partie de ça, avec plusieurs d'autres, qui ont collaboré au développement de PID via l'Open Payment Coalition, comme on a dit dans l'autre article, une alliance multinationale de leaders de l'industrie. Ça se peut que je répète un peu dans cet article-là, c'est pas grave. Il y a des points que je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement dans l'autre. Plus de 40 entreprises mondiales et organisations atteignant 100 millions de consommateurs dans le monde ont rejoint l'Open Payment Coalition pour briser les silos et les normes propriétaires qui existent dans les paiements, accélérer l'adoption des paiements numériques et changer la façon dont l'argent est envoyé dans le monde aujourd'hui. PID permet aux particuliers d'envoyer et de recevoir de l'argent sur n'importe quel réseau de paiement à l'aide d'une adresse facile à lire par rapport à une adresse délicate et peu intuitive, comme on voit dans nos portefeuilles électroniques. 0, B minuscule, 4, 5, M majuscule, N minuscule. Vous voyez le topo? Là, c'est tout simplement comme une adresse email. Comme un compte bancaire. Ok, excusez. Adresse facile et à lire par rapport à une adresse délicate et peu intuitive, comme un compte bancaire, un routage, un numéro de carte de crédit. La plupart ont connu la frustration et les inconvénients d'envoyer de l'argent entre différents comptes bancaires ou applications de paiement avec PID. Envoyer de l'argent est aussi simple que d'envoyer un email directement à des amis, à la famille, quel que soit le fournisseur utilisé. Qu'il s'agisse d'une banque, d'un fournisseur ou d'un processeur de paiement, d'un portefeuille numérique ou d'un fournisseur de services de paiement, PID est conçu pour toute l'entreprise qui envoie et reçoit de l'argent. La mise en œuvre de PID est simple et permet aux entreprises d'accéder à davantage de réseaux de consommateurs et de devises pour développer leur activité à l'échelle mondiale. Il s'agit de la première étape de la création d'un réseau de paiement véritablement ouvert. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? PID a été conçu pour tous. Il est open source, gratuit et simple à intégrer avec la sécurité et la confidentialité dont tout le monde, des grandes institutions et des organisations à but non lucratif mondiales, aux applications de transfert et aux néobanques. En outre, il fournit une solution de conformité de bout en bout aux règles de voyage, qui est une règle qui s'applique bientôt, si je ne m'en trompe pas, dans quelques jours, pour satisfaire à la fois les exigences de FinCEN et les recommandations du GAFI, mais il me semble que ça, c'est une mauvaise... C'est le FATF, c'est ça. Donc, dans ces membres-là, il y a Bit, BNS, BitGo, BitPay. Là, j'ai souligné en rouge. BitTrue, BitSo. Ok, je vais commencer par dire ce que j'ai souligné en rouge. Je pense que j'en ai passé parce que je suis moins sûr, mais il y a Mercury FX que j'ai pas souligné aussi là-dedans. C'est tout ce qui a rapport avec Ripple et XRP. BitTrue, BitSo, Coil, Coinfield, Forte, Polysign, qui n'est pas nécessairement relié à XRP, pas nécessairement relié à Ripple, mais qu'on a David Schwartz à la tête de Polysign, Xoom, puis probablement plein d'autres que j'ai pas tout à fait mis dessus. Sinon, on a beaucoup d'autres compagnies, BitBNS, BitGo, BitPay, Bitstem, Blockchain.com, Brave, ça je ne savais pas, j'ai vu ça hier, BRD, BTC Market, Care, CipherTrace, CoinMe, CoinOne, Coin.ph, Crypto.com, D-Money, Dharma, Dwolla, FlashFX, Flutterwave. Il semble que Flutterwave aussi fait partie de la gang. GateHub, Give Directly, The Given Block, Global ID, GoPay, Yobi, Independent Reserve, Liquid, Mercury FX, Mercy Corp, Modus Box, Standard Chartered Venture, Signum, Tangem, Triza,
Domaine imparable. Uphold Wire X. Je pense qu'ici, on a une traduction un peu mal faite. C'est Unstoppable Domain. Et après ça, on a plein de gens qui ont dit leurs commentaires. Je vais laisser le lien si vous voulez avoir tout ce que les différentes compagnies associées à ce projet-là avec comme données comme commentaires en tant que tel. On continue. On continue. Donc, je vous passerai pas tout le white paper de PID. Il est assez gros, assez lourd, mais j'ai vu quelques petites choses que je pense qui sont intéressantes de vous mentionner. Quels sont leurs buts dans le fond? OK? De PID, puis ils ont 6 points que j'ai traduits ici dans Google Translation parce que je ne pouvais pas le traduire directement. Donc, principe de conception du protocole PID. PID est conçu pour fournir des solutions largement attrayantes, inclusives et rationnées à travers les espaces traditionnels de la finance et de la crypto-monnaie. En conséquence, nous avons souligné les principes suivants dans la conception de PID. 1. Simplicité. Plutôt que de réinventer la roue, le protocole PID est construit sur les standards web existants et les infrastructures. Nous pensons que de nouveaux outils ou infrastructures, en particulier ceux impliquant l'intégration de la blockchain, augmentent considérablement les frais généraux. Nous avons conçu le protocole PID pour que l'obstacle à l'adoption est minimal en s'appuyant sur des outils et une infrastructure éprouvée. Chaque institution peut participer au réseau en déployant ou en utilisant un seul service web, pas de nœud. Gestion, pas de consensus, pure utilité. Deuxième point, la neutralité. Monnaie et réseau indépendants du système, reconnaissant que la communauté des crypto-monnaies doit travailler collectivement pour répondre aux besoins de nos utilisateurs et leur gouvernement. Et ici, je pense beaucoup à l'information que je vous ai donnée point de vue du gouvernement du Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous faire un petit lien à la fin. Nous avons conçu le protocole PID comme un principe fondamentalement neutre protocole. Mais tu sais, des fois, la traduction est mal faite. PID est capable de renvoyer des informations d'adresse d'un utilisateur pour tout réseau qu'ils, entre parenthèses, ou leur service. Tu vois, des fois, la traduction n'est pas super. Cela fait de PID un protocole indépendant du réseau des devises, capable de permettre des paiements en jetons de Bitcoin, XRP et ERC20 token, Lightning, ILP, hein, il faut quand même souligner ILP, ou même des réseaux fiat comme ACH. Je sais pas si vous entendez le bruit de mon ordinateur. Dites-moi là en commentaire si vous l'entendez. Décentralisé et peer-to-peer. Tout comme les serveurs de messagerie, n'importe qui peut exécuter son propre serveur PID ou utiliser un hébergement tierce prestation de service. S'il est auto-hébergé, PID n'introduit aucun risque de contrepartie ni aucune modification de modèle de sécurité ou de confidentialité. Contrairement à certaines autres approches, PID ne nécessite pas de nouveaux protocoles de découverte de paires complexes et potentiellement peu fiables. J'avoue que la discussion est vraiment pas bonne. Connexion pair à pair entre les institutions communicantes dès le départ. PID est construit sur le réseau décentralisé le plus performant, le web. Il n'y a pas d'autorité centralisée et un risque de mosaïque de normes différentes dans différentes juridictions qui rendent une solution globale incroyablement complexe. Quatrième point, extensibilité et expérience utilisateur améliorée. PID lui-même est hautement extensible et peut être utilisé dans une variété d'autres concepts, y compris l'amélioration de l'expérience utilisateur d'envoi et de réception à différents utilisateurs. PID est conçu pour être un évolutif et standard ouvert avec une feuille de route robuste, des améliorations futures et des fonctionnalités. 5. Souveraineté du service. Chaque service qui utilise PID pour ses utilisateurs conserve le contrôle total de son service PID et a la capacité d'intégrer la politique de leur choix, y compris la confidentialité, l'authentification et la sécurité. Ils ont également la pleine souveraineté sur les utilisateurs de leur domaine. Tout comme dans le courrier électronique, PID est hautement généralisé et ne prescrit aucune solution particulière en dehors des normes de la communication, ce qui la rend compatible avec la conformité existante et la gestion des utilisateurs, outils et philosophie. Et sixième point, composable avec les normes et espaces de nom existants. De par sa conception, PID est très abstrait et généralisé. Par conséquent, PID peut facilement envelopper les normes ou les espaces de nom tels que Ethereum Name Service, Unstoppable Domain
ou identifiant spécifique aux services tels que Cashtag ou Coinbase username. Fournissez chacun une plus grande portée et valeur pour l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur Bob de Digital Wallet qui a actuellement le nom d'utilisateur @Bob pourrait être servi par le serveur PID de Digital Wallet sous forme de Bob $ comme c'est pas un mais c'est $, Bob $digitalwallet.com. Désolé, la traduction n'est pas super, mais je pouvais pas le traduire non plus directement, comme d'habitude, qui, je trouve, fait une pas mal meilleure traduction. Ou c'est peut-être la meilleure qu'ils l'ont écrit, qui est pas si facile à traduire. Donc, on continue. PID, on est sur leur site ici. PID rend les paiements aussi simples que se souvenir de vos coordonnées bancaires n'est pas facile. C'est là qu'un PID peut aider. Parce que quand il s'agit de souvenir de vos coordonnées bancaires comme votre BSB et vos numéros de compte, la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas. Qu'est-ce que PID? Dans la plupart des cas, vous pouvez créer un PID dans les services bancaires mobiles ou en ligne de votre institution financière participante. Votre PID est une information unique à vous, comme votre numéro de téléphone, email ou ABN, qui peut être lié en toute sécurité à votre compte bancaire désigné. Votre PID peut être le même numéro de téléphone que votre numéro de téléphone, votre email ou votre ABN. Vérifiez simplement auprès de votre institution financière que les options qu'elle propose. Donc, comment fonctionne PID? Je vous en ai déjà un peu parlé. Puis après ça, ils expliquent comment vous inscrire puis tout. Fait que je voulais juste vous montrer vite le site. Ils aiment beaucoup les poissons rouges. Mais après ça, quand vous fouinez un peu, c'était où? Je pense que c'était ça ici, si je ne me trompe pas. Pour une liste complète des institutions financières participantes qui proposent actuellement les services PID et New Payment Platform, cliquez ici. Fait que j'ai cliqué, je suis arrivé ici. Donc, la plateforme de New Payment Platform, capacité de message ISO 222. J'imagine que ça vous sonne toute une cloche. C'est très, très, très excellent. ISO 222, schéma de message peut capturer les données de transmission d'une manière cohérente et la structure... Bon, encore une fois, la traduction n'est pas super bonne. Dans le fond, transmission d'une manière cohérente et de la structure de façon de long côté d'un paiement. C'est pas super hot. Ces éléments de données peuvent être personnalisés pour des types de paiements spécifiques et leurs besoins de données. Donc, en anglais, ils disent « ISO 222 message schema can capture and transmit data in a consistent and structured way alongside of a payment. » Donc, ça peut prendre et transmettre des data dans une manière consistante et structurée quand on fait le paiement. Les avantages. Automatisation de l'activité B. Pourquoi ils disent l'activité B? C'est Business Automatization Straight-Through Processing. Donc, automatisation de l'activité de business. J'aime pas ça quand c'est mal traduit. Ça me permet pas de vous le dire comme il faut. Rapprochement amélioré. Faites correspondre automatiquement à l'origine et le but d'un paiement. Rapport enrichi. Alignement sur les normes et réglementations en matière de rapport. Prévention de la criminalité financière. Inclure des données telles qu'un identifiant d'identité juridique. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Ce que j'avais le goût de vous montrer, avant de rentrer vraiment... on va rentrer encore plus dans le cœur de cette histoire-là. Je vous ai comme mis un petit peu la table. Là, on va rentrer dans le cœur. Là, ici, les institutions qui participent à ça. Est-ce que je me rends compte... Il faut que je reconfirme pour être sûr, mais j'avais déjà vu ça dans une vidéo hier. C'est que l'Australie semble être très participative dans ce nouvel ère de paiement. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'institutions financières qui participent dans au PID. Donc, déjà là, on voit Australian Military Bank, Australian Unity, ça, je ne sais pas, ASL, c'est peut-être encore Australian Assembly Ends. Si on continue, on voit d'autres banques ici. On voit Bendigo Bank, Bank Australia, Bank First, Bank V, Bank West,
Bank of Eritol Isles, Bank of Melbourne, hein, Australie, Bank of Us, Bank SA, Bankstown City Unity Bank, BCU, BDCU, Alliance Bank, Beyond Bank Australia, Border Bank, Broken Hill. Ici, dans les C, on a City, le City Group, je crois. Ouais, c'est ça, il est en rouge. Commonwealth Bank, Coscal, le Capricornien, Central Murray, Circle Alliance Bank, Comtax, Community First Credit Union, Coastline, Credit Union USA, CO. Fait qu'on voit beaucoup d'entités, hein. Defense Bank, Lister, Easy Street, Endeavour Mutual Bank, Family First, Firefighter Mutual Bank, First Option, GNC Mutual Bank, Geelong Bank, Goulburn Murray Credit Union, Greater Bank, HSBC, Health Professional Banks, Heritage Bank, Horizon Bank, Hume Bank, je vais tous vous les nommer parce qu'il y a beaucoup. ING, qui est gros, Indu, Illawarra Credit Union, EMB Bank, ICBC, il n'y a rien dans les G, il n'y a rien dans les K, LCU, Finance with Mission, LLL, Macquarie Bank, The Mac, Munova, Move, The Mutual Bank, MyState, NAB, Newcastle Permanent, Nexus Mutual, je sais pas si ça a rapport avec Nexus, Northern Inland Credit Union, Nova Alliance Bank, Orange, PNN Bank, People's Choice Credit Union, Police Bank, Police Credit Union, Q-Bank, Kudos Bank, Queensland Country Credit Union, Reserve Bank of Australia, la banque de réserve de l'Australie. Pas n'importe qui. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui se passe avec l'Australie. RACQ Bank, Regional Australia Bank, encore une fois, Reliance Bank, Rural Bank, Security Credit Union, Service One Alliance Bank, Southwest Credit, SWSCU, Saint George, Summerland, Suncorp, Sydney Mutual Bank, encore une fois, on parle de l'Australie, Teacher Mutual Bank, Ubank, Unibank, Unity Bank, Up, pas de V, 200W, Wow, Warwick Credit Union, et puis c'est ça, 86400. Donc, comme je vous dis, on voit beaucoup d'Australie, des banques d'Australie. Et je sais que SBI s'apprête à faire aussi un go sur le on-demand liquidity. Là, l'Australie est proche de l'Asie, très proche. C'est un pays du Commonwealth, l'Australie, si je ne me trompe pas, me semble. Donc, il y a quelque chose qui semble se passer au niveau de l'Asie avec l'Australie, je dirais, je pense. Je pense que ça va aller main dans la main quand ça va partir, ça. C'est peut-être de là qu'on va voir un gros push dans le système. Peut-être de là on va voir l'XRP, parce que là, on a vu la Réserve fédérale d'Australie. C'est pas n'importe qui. Fait que tout ce beau monde-là fonctionne sur New Payments Platform. Ici, j'avais trouvé un autre petit article, mais je pense que ça sert à rien que je vous en reparle, parce qu'on a pas mal fait le tour avec les 40 clients ici que je vous ai déjà tous nommés. Donc, ça commence à devenir gros, je trouve, personnellement. Et là, pour la suite, je suis tombé sur la vidéo de King Solomon, qui, si je ne me trompe pas, King Solomon, c'est @XRP_all, OWL. Je le suis, moi, sur Twitter. C'est un très bon vidéo. Et je me suis basé un peu là-dessus pour vous sortir un peu l'information que j'ai vue de mon côté. Ça ici, c'est le Clearing House, le bulletin ISO 222 et le Travel Rule. Parce qu'il devient important, le Travel Rule. Il commence bientôt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça?
Ouais, c'est ça. Les transferts internationaux qui sont sujets à la réglementation de voyage, Travel Rule, s'ils sont au-dessus de 3000 $, the transmitter, qu'est-ce qu'ils disent ici? Je peux pas le traduire. Le transmetteur et le récipient sont pas régulés. Ah non, c'est pas super important. J'essaie encore de comprendre le Travel Rule, mais c'est super important dans ce qui se passe présentement, le Travel Rule. Puis on voit aussi que ça a rapport aussi avec le ISO 222. Mais là, on va vraiment plus tomber dans les choses intéressantes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on tombe en 2015. C'est de là que c'est King Solomon qui a sorti ça dans son vidéo. Parce qu'il en parle un peu, il dit un document qui a été trouvé. Écoute, ça ne change rien dans le monde, sauf que ce qui est dit là-dedans est vraiment très intéressant. Ça aura quelque part que un peu la vision de toute cette histoire-là, on peut remonter jusqu'en 2015. Là. Toute cette histoire de PID-là, tout remettre dans le même service qui est tout simplement un genre de messagerie avec un nom qui t'appartient, une adresse de réception de messagerie d'argent. Réception d'argent par messagerie, entre parenthèses, au lieu de faire un @ on fait un signe du dollar. Je trouve que ça vient vraiment rejoindre tout ça. Et je crois que c'était très important de vous en parler. Gpod20 @upman.ca. Ça, techniquement, ça fait rapport, ça remonte à une entité canadienne, une banque canadienne, RBC, si je ne me trompe pas. Mais j'ai pas sorti cela en tant que tel. Mais je vous ai sorti de l'information sur Dave Chutzer, qui est ici, et qui est en CC, Adrienne Hope Bailey. OK? Donc, Adrienne Hope Bailey, on va traduire sa biographie, chef de l'Interledger Protocol, ILP. Donc, ILP a été fait par Ripple et donné au W3C. Et W3C, c'est pas mal ça qu'ils font présentement, ils sont en train de le développer pour en faire une norme de paiement. Ben, une norme, un protocole ou une norme, ou peu importe. C'est l'Interledger Protocol. Il est à Coil. Il est aussi coprésident de W3C, GT Payment Web. Puis il dit ici, construire l'Internet de la valeur. Okay. Tous les commentaires, c'est les miens, c'est pas super important. Mais on comprend que Adrienne Hope Bailey est assez bien placé dans toute cette histoire-là. OK? Puis, Daniel Chutzer, OK, c'est le vice-président et directeur des organisations externes, normes et technologies avancées chez Citibank. Président du Financial Service Technology Consortium. Actuellement, il est responsable de l'interface avec les organisations externes et les organismes de normalisation et de diriger la recherche à l'échelle de l'entreprise. Cela comprend la coordination de la recherche avec les objectifs et les priorités de l'entreprise et la mise à jour de Citibank avec les dernières avancées technologiques. Donc, la mise à jour de Citibank avec les dernières avancées technologiques. Je trouve qu'elle est importante, cette phrase-là. Les projets de recherche comprennent le commerce électronique, la gestion des risques, la modélisation comportementale des clients et le marketing mathématique et la conception de nouveaux produits. Les technologies avancées à l'étude comprennent la technologie des agents, l'apprentissage automatique, le multimédia, le traitement d'images et de voix, l'informatique haute performance. Auparavant, il a occupé des postes de directeur technique du renseignement naval, directeur technique du commandement, du contrôle et des communications de la marine, directeur du programme Spirit Rand, également de Bell Labs, de l'Université de Syracuse et d'IBM. IBM, Interledger Protocol. Enseigne actuellement à temps plein au Iona
College à New Rochelle, New York et à l'Université George Washington à Washington, D.C. Il est un auteur de plus de 65 publications et 7 livres. Un sur le traitement parallèle et distribué, un sur l'application des technologies émergentes dans les entreprises, 2 sur l'intelligence artificielle appliquée, un sur les communications militaires, un sur le commandement et le contrôle, et un chapitre sur la gestion des risques financiers dans un manuel de gestion financière, et un chapitre du livre sur le commerce électronique. Donc, en bon québécois, c'est pas un trou de cul. C'est un gars qui était même assez bien placé. On n'est pas sûr si c'est bel et bien lui, mais ça ferait le plus de sens que ce soit le Daniel Schutzer, je vais vous montrer dans le email que je vous ai montré juste avant. Je vais vous le lire. Dites-moi si c'est pas bullish, rien qu'à votre goût. Bon. Donc, on commence. Puis on a aussi l'adresse public web payment /ig @w3org. Et je suis présentement sur le site de w.org. OK? .org. Bon, réponse. Nécessite plus qu'une simple solution technique. Il nécessite une certaine innovation commerciale. Donc, on commence ce segment-là du mail avec ce bout-là. OK? On continue. Donc, CyberDan 250 Gmail, qui se trouve être Dan Schutzer, le gars de chez Citibank, répond ceci le 7 mai 2015. OK? Et écoutez bien, là, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Juste, il dit, vous faites valoir un bon argument. Mais pour répondre à cette préoccupation, il faut plus que juste une solution technique. Elle nécessite une certaine innovation commerciale, mais elle peut être traitée de la même manière que Square et PayPal peuvent aider à zone où le bénéficiaire est trop petit et pas assez suffisamment solvable pour accepter les paiements par carte de crédit. Donc, il y a eu un petit peu un petit problème avec le texte. Si je peux-tu le faire traduire comme ça? Non. Mais pour répondre après, il faut une solution technique, nécessite une certaine innovation commerciale, ça c'est beau, mais elle peut être traitée de la même manière que Square et PayPal. OK. Qu'est-ce qu'ils disent ici? It requires some business innovation, but it can be addressed much in the same way that Square and PayPal can help in. Où le bénéficiaire est trop petit, ça ici je vais le traduire. Area where the payee is too small and not credit worthy to directly accepter les paiements par le crédit. Ok, dans le fond, ce qu'il fait ici, c'est que il dit, comme il dit, les premières phrases sont bonnes. Vous faites valoir un bon argument, mais pour répondre à cette préoccupation, il faut plus que juste une solution technique. Elle nécessite une certaine innovation commerciale, mais elle peut être traitée de la même manière que Square et PayPal. Mais dans le fond, après ça, ce qu'il explique, c'est que ces compagnies-là ne peuvent pas encore accepter de petits paiements. Il faut intégrer les petits paiements dans cette solution-là. Donc, après ça, on a la réponse de Adrian Hope Bailey. Il dit, en travaillant sur le manifeste et le document d'architecture, lequel, on ne sait pas encore, il est apparu, moi, que nous, mais là encore, là, c'est pas une super bonne, j'ai ça, ça ne traduit pas. Attendez une seconde, architecture occur to me than we, maybe just me. En tout cas, il m'est apparu, d'après ma connaissance, ça m'est apparu, c'est peut-être juste moi, mais il y a les autres, je pense aussi, qui sont d'accord. Peut manquer une caractéristique essentielle dans le modèle d'agent de paiement. Si nos agents de paiement sont censés se parler pour négocier les modalités de paiement, y compris le choix du mode de paiement, puis se faisons-nous quand il n'y a pas de chemin commun entre les participants. Désolé, encore une fois, les traductions sont pourries. Je sais ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils disent ici, c'est que si nos agents de paiement sont censés se parler pour négocier les modalités de paiement, y compris le choix du mode de paiement, fait en sorte que personne ne se parle. On est encore rendu à un niveau où il faut encore passer par 14 millions de tierces pour arriver à faire payer deux entités entre elles. C'est un peu ça qu'il dit dans le paragraphe. Si nos agents... OK. Faisons-nous quand
quand il n'y a pas de schéma commun entre les participants. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas vraiment de schéma commun entre les participants puis que les deux entités qui essaient de faire de la business ensemble ne peuvent pas se payer? OK? Est-ce que l'agent de paiement abandonne et dit « Désolé Alice, tu ne peux pas payer Bob, il n'existe que Visa, Bitcoin et ACH et vous ne pouvez payer que via Mastercard et XRP. La transaction est abandonnée. » Ça ne fait pas de sens, vous en comprenez. Si c'est le cas, il semble que nous ne résolvions rien. Notre vision pour les réseaux de valeurs interconnectés tombe à plat. Si nos agents de paiement ne peuvent faciliter un paiement au sein d'un réseau fermé existant. Aurais-je raison de dire que nous devons tenir compte du fait que dans de nombreux scénarios, il y aura un ou plusieurs intermédiaires qui relieront les deux réseaux pour être branchés sur les deux? Comment pouvons-nous intégrer ces courtiers intermédiaires dans notre architecture? Je pense qu'ils sont aussi des agents de paiement en quelque sorte, mais qui font-ils l'interface avec? Dans le fond, il n'y a pas rien pour les connecter tout ensemble. L'expéditeur, le destinataire, les deux. Et comment se déroule le paiement entre Alice et Bob quand cet intermédiaire est nécessaire? À quoi point leur argent disent « Oh mon cher, nous n'avons pas de système de paiement commun, nous pouvons utiliser. Appelons Fred pour agir en tant que courtier entre votre Mastercard et mes comptes Visa. » Je voudrais discuter de cela lors de l'appel aujourd'hui, car je pense que nous devons comprendre. Écoutez, je vais vous le lire en anglais. Okay? Pour ceux qui parlent anglais, vous allez plus comprendre, parce que comme je dis, la traduction, elle est pourrite. Elle est pourrite. En anglais, c'est vraiment plus clair. Donc, si je reprends la réponse qui dit it require more than just a technical solution. It requires some business innovation. Là, la réponse ici qu'on a de Dan Schutzer. You make a good point. But to address this concern, it requires more than just a technical solution. It requires some business innovation. But it can be addressed much in the same way that Square and PayPal can help in areas where the payees is too small and not credit worthy enough to directly accept credit card payment. La réponse d'Adrienne Hope Bailey. I'm working on the manifesto and the architecture document. It occurred to me that we, en parenthèse, or maybe it's just me, may be missing an essential feature in the payment agent model. If our payment agents are expected to talk to one another to negotiate terms of a payment, including the choice of the payment scheme, then what do we do when there's no common scheme between the participants? Does the payment agent give up and say, sorry Alice, you can pay Bob, he only accepts Visa, Bitcoin, and ACH, and you can only pay via MasterCard and XRP. Transaction aboard. If so, then it seems we aren't solving anything. Our vision for interconnected value network falls flat in our payment agent can only facilitate a payment within existing closed network. Will it be correct will it be correct in saying we need to consider that in many scenarios there will be one or more intermediaries that bridge the two networks by being plugged in both? Question mark. How do we fit these broker intermediaires into our architecture? I think there's also payment agent of some sort, but who do they interface with? The sender, the receiver, both? And how does the payment flow between Alice and Bob play out with this intermediary is required? At what point do their agents say, oh dear, we don't have a common payment scheme? We can use, let's call Fred to act as a broker between your MasterCard and my Visa account. I'd like to discuss this on the call today, as I think we need to figure it out
and put it in the document. Fait qu'en gros, il est en train d'expliquer qu'il y a un gros problème aujourd'hui et que les différents systèmes de paiement ne se parlent pas. En d'autres termes, c'est ça. En 2015, il était déjà en train de pointer le problème que, genre, il faut régler ce problème-là avant d'aller plus loin. Il faut arriver à faire en sorte que tout le monde puisse parler sous un même réseau. C'est pas mal ça que ce mail-là dit dans ces années-là, en 2015. Donc, vous voyez quand même quelque part qu'ils avaient déjà une vision de tout ça, v'là 5 ans. V'là 5 ans. Et après ça, tout le reste a déboulé aussi. Donc, là, je vous ai parlé de lui, je vous ai parlé de Daniel Schutzer. Donc, on peut comprendre que l'Interledger Protocol va être avec PID. Interledger Protocol est aussi capable d'accepter Hyperledger. Là, je ne peux pas le traduire ici, malheureusement, mais on a une discussion, mais j'ai sorti ça ici. Hyperledger Quilt est le système qui va permettre à Hyperledger de pouvoir entrer sur l'Interledger Protocol. Donc, techniquement, aussi fonctionner avec PID à quelque part. Type bibliothèque. Hyperledger Quilt est une implantation Java du protocole Interledger, permettant les paiements sur n'importe quel réseau de paiement fiduciaire ou crypto. Quilt fournit une implantation de toutes les primitives de base requises pour envoyer et recevoir des paiements de manière indépendante du grand livre, permettant aux développeurs d'écrire une fois la logique de paiement des applications tout en ayant accès à tout autre système de paiement compatible Interledger. Donc, on voit ici que Hyperledger peut fonctionner sur ILP. Quand je dis tout l'argent, PID, à quelque part, c'est tout l'argent pour moi. Vraiment. On continue. On a ici un tweet de Stuart XRP. OK, si je le traduis. 18 février 2015. Le vice-premier ministre du luxembourgeois Xavier Bettel à Ripple avait hâte d'en savoir plus sur Ripple et son impact potentiel sur la technologie. Le Luxembourg a toujours été innovant, a-t-il déclaré à Ripple. Le 2 novembre 2018, le premier ministre Justin Trudeau du Canada avec Corey Johnson, qui faisait partie dans le temps de Ripple, si je me souviens bien. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que s'il y a bien quelque chose qu'au Canada, on n'a pas, point de vue qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, la transition vers l'art, nous, on a tout vendu notre art. On a été super intelligents de même. Mais on a quand même été très innovateurs pour les tests des paiements, point de vue paiement digital, crypto. Je vous sortais l'autre jour la vidéo sur l'identité citoyenne québécoise qui veulent intégrer la carte d'assurance maladie, le permis de conduire et aussi peut-être travailler avec Desjardins pour permettre aux banques d'utiliser notre identité citoyenne pour pouvoir faire des paiements protégés, nous protéger notre identité, mais qu'en plus que les banques peuvent en profiter, en d'autres termes. Puis que je vous avais fait le lien qu'ils allaient utiliser Verify Me Desjardins, que Vérifiez-moi a déjà parlé au gouvernement du Québec. Vérifiez-moi est une sous-branche de SecureKey. SecureKey, qui est, avec sa sous-branche, partenaire avec presque toutes les banques canadiennes, OK, sont aussi partenaires de Hyperledger avec IBM et Intel. Pour moi, on vient de tomber sur une couche de plus. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas voir apparaître un identifiant de paiement sous un gouvernement, un peu comme PID? Je sais pas. Je dis ça de même. Mais reste qu'on fait que toutes ces banques-là canadiennes sont avec Vérifiez-moi, Verify Me, SecureKey, qui est une sous-branche de SecureKey, qui eux sont partenaires avec Hyperledger Protocol,
Donc, quelque part, nous, au Canada, on est quasiment ready to go. On pourrait dire. Quasiment ready to go. Il reste juste à avoir probablement une réglementation claire, peut-être. Même pas. Je pense qu'on n'a même pas besoin de réglementation si claire que ça. Mais bon, je suis pas un spécialiste, mais je fais les liens, je fais les connexions. Donc, est-ce que ça se pourrait que moi, je me retrouve du jour au lendemain avec le gouvernement du Québec, avoir une entité PID de même, parce qu'ils ont décidé de travailler avec Desjardins? Puis c'est pas juste Desjardins, on parle de Desjardins dans l'article, mais on parle de toutes les grandes banques, dont RBC. Puis RBC aussi est très XRP. Je ne l'ai pas sorti, justement. Je ne l'ai pas sorti, mais à un moment donné dans sa vidéo, il nous le montre. C'est ici. Si on regarde, c'est RBC Capital Market, Exhibit 68. La banque qui envoie, la banque US, la banque coréenne, la banque japonaise, la banque la banque brésilienne, la banque d'euro, puis qui va recevoir. Et dans le plein milieu, on a XRP avec RBC. Dans le plein milieu. OK? Puis ils disent ici qui cost RippleNet with or without XRP offer a transparency of forex rate and fees before the transaction is originated and can reduce the cost per payment for financial institution. OK? Mais ils disent RippleNet avec ou sans XRP offre la transparence avec des bons taux et des bons frais, comme c'est pas trop cher, avant que la transaction soit faite. Et peut réduire grandement le coût des paiements pour les institutions financières. Mais dans leurs photos, même s'ils disent with or without, avec ou sans XRP, ils nous montrent XRP dans le plein milieu. C'est pas n'importe quoi, là. C'est assez intéressant, je trouve. Y avait-tu d'autres choses là-dedans que je voulais montrer? Non. Fait que si vous n'avez pas vu, allez voir cette vidéo-là. Là, je t'ai rendu à ça ici. Attendez, je vais aller brancher mes écouteurs. Là, ici, on a David Schwartz dessus une vidéo qui nous dit qu'il ne peut plus d'attendre de pouvoir nous en dire plus sur Polysign. Mais Polysign semble être relié aussi avec PID. Donc, on va écouter ce qu'il dit. More, if you don't mind, what's happening with Polysign? You know, unfortunately, I'm not really. That's one of the things where I'm under a non-disclosure agreement. I'm super excited about what we're doing at Polysign. We're officially an institutional custody company, but we're trying to do some very, very interesting things that I have to stop. I can't wait until the pay was until yesterday, and I was always annoyed when there was an answer I wanted to give about PayID and I couldn't, and now I have to do the same thing with Polysign. It's like I want to tell you things I can't until yesterday, and I was. Fait que là, il prend le temps de dire, j'aurais tellement de choses que j'aimerais vous dire avec PID, mais avec Polysign, c'est la même affaire. Je peux pas vous parler. Je ne peux pas attendre. J'aimerais ça vous en dire plus. I was always annoyed when there was an answer I wanted to give about PayID and I couldn't, and now I have to do the same thing with Polysign. It's like I want to tell you things I can't. I got to stop there. Sorry. Puis là, j'ai besoin. J'ai besoin d'arrêter. Mais Polysign est officiellement reconnu comme un agent de custody pour la crypto. Moi, je pense que Polysign fait partie de PID. Parce qu'il, comme il dit, il peut pas parler de PID, il peut pas parler de Polysign. Moi, je pense que les deux vont aller ensemble. Veut pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse garantir ces transactions-là. Ça semblerait être Polysign. On continue. Donc, on arrive ici sur un tweet de Reborn 13. PID Codius. Nous vivons quelque chose, en quelque sorte, ensemble. Une histoire d'amour fintech. Qui a parlé de Codius en 2018? Qui nous a parlé de Codius en 2018? XRP et Codius vont être utilisés pour gérer l'ensemble des marchés des dérivés à plus de 1 quadrillion. C'est 1 avec 3, 6, 9, 12, 15 zéros. C'est 1 à la 15. OK? Puis là, il nous montre ici
Une conversation entre Arturo Portilla et PID. Donc, il dit, c'est ce que Open Payments Development, .dev, est un peu de votre famille. Il dit, on est les meilleurs amis. Et à propos de Codius.org, est-ce que c'est un crush? Parce qu'ils font un peu un parallèle avec une histoire d'amour, quoi. Le PID dit, on vit ensemble. Codius et PID vivent ensemble. Continue. PID underscore is a Xpring initiative. Donc on parle de Xpring. Y a-t-il une façon d'utiliser qui va avoir une utilisation d'XRP? PID répond, XRP fait partie de mon ADN, mais toutes les autres devises peuvent être synthétisées sur mon système. Peuvent être utilisées et transigées sur mon système. On revient au mail. On vient encore une fois à prendre tout l'argent et d'essayer de le faire passer par un même système. C'est huge, moi, je trouve. C'est vraiment, vraiment huge. Mais là, on voit ici que Xpring, PID, c'est une initiative de Xpring. Et après ça, il dit que XRP est l'ADN de PID. On est en train de sortir un système pour faciliter les paiements, pour que ça rende toute cette histoire-là de portefeuille numérique simple pour tout le monde, pour l'adoption. C'est clair que ça va pousser l'adoption. Là, tu pourras plus dire à ta grand-mère, il faut que tu retiennes ton portefeuille numérique pour envoyer, puis ton portefeuille numérique pour recevoir. Là, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas que tu donnes ton portefeuille numérique envoyé sur le net, parce que là, tout le monde peut te piquer ton argent. Puis là, il faut que tu retiennes toutes ces affaires-là. Puis là, il faut que tu écrives ça dans la place où tu veux l'envoyer. Il faut que tu fasses un copy-paste, scanner un code QR. La grand-mère comprend plus rien. Grand-maman, c'est pas compliqué. Ginette Leblanc, signe de dollar, gmail.com. C'est ça, grand-maman. Ça, c'est ce que tu as besoin d'utiliser partout maintenant. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que ça va utiliser? XRP. Fucking XRP. Ça veut dire que toutes les banques que je vous ai nommées tantôt, à quelque part, vont transiger par XRP. Mais bon, est-ce qu'ils vont utiliser vraiment la valeur XRP? Peut-être qu'ils vont utiliser Codius. Puis c'est juste des smart contracts. Mais bon. On arrive après ça. Attends, y avait-tu d'autres choses? Ouais, là, il parle de Codius. Je pense qu'il y avait d'autres choses que je trouvais intéressantes là-dedans. À moins que je me trompe. Non, c'est pas. Il n'y a rien d'autre là-dedans. OK. Donc, on a vu ici que Codius fait partie de l'histoire d'amour. Qu'est-ce que Codius? C'est pour ceux qui ne le savent pas. Plateforme de contrats intelligents. Les contrats intelligents sont des programmes qui codent la logique, les conditions et les résultats des accords et exécutent automatiquement les conditions spécifiées. La traduction des accords en code est relativement simple, mais le code doit ensuite être exécuté d'une manière à laquelle toutes les parties concernées peuvent faire confiance. Codius est une plateforme pour exécuter en toute sécurité des contrats intelligents et d'autres types de programmes intelligents. Les contrats intelligents exécutés sur Codius peuvent conserver les actifs dans un ou plusieurs registres distribués basés sur les mathématiques tels que Bitcoin et XRP. Recueillir des informations à partir de n'importe quelle source connectée à Internet, être écrit dans des langages de programmation standards. Selon le modèle de sécurité requis pour un contrat intelligent particulier, les parties contractantes peuvent sélectionner l'hôte ou le groupe d'hôtes auxquels ils font confiance. Un plus grand nombre d'hôtes peuvent être utilisés pour ajouter plus de redondance et donc de sécurité à l'exécution du contrat et pour garantir que les termes sont exécutés exactement comme spécifié. Les contrats intelligents ne peuvent pas directement juridiquement exécutoires. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Smart contracts are not directly legal enforceable. Donc, c'est pas tout à fait... les contrats intelligents n'ont pas nécessairement matière légale, en d'autres termes, si j'en comprends, mais je suis pas sûr. Cependant, les contrats intelligents pourraient être créés parallèlement aux contrats traditionnels correspondants
qui peuvent fournir un soutien juridique et un repli. OK, fait que dans le fond, on pourrait quand même utiliser un bon vieux contrat normal et l'inclure dans Codius pour que ça fasse jurisprudence, pas jurisprudence, mais que ça fasse en sorte que c'est un soutien juridique, donc un contrat officiel. Continue. Là, on arrive ici. Là, on tombe peut-être plus dans la spéculation. C'est pas tout à fait nécessairement ça, mais ici, le gars, on en a déjà parlé de ce document-là, je vais vous le remontrer encore. Ajouter PID dans le cadre de la couche d'application du protocole Interledger. Et ici, ça nous vient de Everest, le fameux PDF que je vous montre souvent, que je trouve que c'est vraiment, vraiment super hot. Ici, il nous parle que genre PID se ramasse à être dans cette espèce de sphère-là, en d'autres termes, une layer d'application, une couche d'application, OK? On voit ici que le Interledger Protocol, on voit ici Corda, Mastercard, Ripple, Visa, SEPA, Bitcoin, Digital Asset, Hyperledger, Ethereum. C'est intéressant, moi, je trouve. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Après ça, si on va, mais la présentation, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est fait en septembre 2017. L'adoption du Digital Ledger Transaction dans le secteur financier, les paiements du futur avec le fameux timeline que je parle tout le temps. De 2020 à 2025, l'ILP devient le protocole standard pour la connectivité des banques, pour connecter les banques en tant que telles, qui fait partie du Ripple Software. Les blockchains, les solutions blockchain pour les marchés de capitaux et les marchés de trading sortent. R3 Corda, DAH, Fabric, etc. ILP Java devient le standard interopérable pour l'Hyperledger Foundation Project. Ce que je vous parlais tantôt. Le Quilt, c'est exactement ça qui est dit ici. Puis après ça, ils disent Blockchain and Distributed Ledger Solution, les solutions blockchain et distribuées, les livres distribués deviennent matures. Et tous les assets passent sur le ILP et deviennent interopérables. On s'en est parlé déjà. Et voici la fameuse photo que je vous montrais avant. Il a rajouté PID ici. Hyperledger, mais t'as IBM, R3, Digital Asset, de DCC, qui est quand même gros de DCC. SAP. SAP, ça se peut qu'on ait une nouvelle bientôt. SAP, ça se peut qu'il utilise VeChain. Ça, c'est une grosse nouvelle. J'attends une confirmation de quelqu'un, mais c'est une grosse nouvelle. Swift, Huawei, Thomson Reuters, Consensus, Hitachi, BNY Mellon, qui sont partout, JP Morgan, China Merchandise Bank, BNP Paribas, American Express, Wells Fargo, Moscow Exchange, Deutsche Börse Group, and more. Accenture, j'ai oublié de dire Accenture, qui est très, très, très important. Tout ça fonctionne sur la Hyperledger. Puis la Hyperledger fonctionne avec l'Interledger Protocol. Tout comme l'XRP Ledger fonctionne avec l'Interledger Protocol. C'est normal. C'est Ripple qui ont créé l'Interledger Protocol avant de le donner. Je veux dire, ça commence tellement à faire tout du sens, là. Je veux dire, à un moment donné, ça peut juste plus arriver comme ça. Là, j'ai encore la même photo avec Justin Trudeau. Puis là, ils disent que... Là, c'est Yann Norting, ce que j'aime beaucoup. Qui dit ici, qu'est-ce qui est fou, c'est que le Canada ne détient pas d'or du tout, vendu en totalité en 2016. En 2016, ils ont commencé à faire leur test. Il me semble que le projet Jasper était en 2016. Fait que d'après moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau du Canada qui fait en sorte qu'on va probablement être une plaque de test important pour tout tester ce nouveau système-là. J'ai cette impression-là, mais ça, c'est de la spéculation. Puis là, ici, ben, il nous met les réserves en or partout par rapport. Donc, après ça, j'arrive ici. Là, c'est Worth of Canaham, okay, qui nous tweet. Je suppose PID trouve l'adoption dans les applications mobiles en premier, mais aussi un grand potentiel dans les jeux vidéo. Les microtransactions intégrées dans les jeux
marché synthétique, location de serveurs. Tout cela indiquait que le PID que vous avez reçu est votre compte PlayStation Network ou Xbox Live. Play ici. La plateforme Forte, le travail est devenu plus facile en questionnement. Forte, c'est quoi Forte? Créer de nouvelles opportunités économiques et créatives. La technologie blockchain ouvre un monde de nouvelles possibilités pour des milliards de joueurs à travers le monde. Donc ici, la différence Forte, nous pensons que la blockchain offrira de nouvelles opportunités économiques et créatives aux joueurs du monde entier. Nous avons réuni une équipe de vétérans de classe mondiale de l'industrie du jeu et un fonds de développement de 100 millions de dollars fait par Xpring, si je me souviens bien, pour aider à y arriver. La plateforme Forte offre un ensemble sans précédent d'outils et de services faciles à utiliser pour que les développeurs de jeux intègrent la technologie blockchain dans leurs jeux et soutiennent des économies prospères axées sur la communauté, pour nous assurer que la communauté des jeux dans son ensemble en bénéficiera pour les années à venir. Nous nous engageons à décentraliser progressivement notre plateforme afin qu'elle soit gratuite, ouverte et détenue par la communauté. Et enfin, nous avons conçu notre plateforme en gardant à l'esprit la polyvalence, la flexibilité et l'interopérabilité qui revient toujours. Ce mot-là revient toujours. Cela permet aux développeurs et aux joueurs de profiter des avantages de l'économie communautaire révolutionnaire dans des jeux qui sont joués, exploités et appréciés aujourd'hui, tout en fournissant la base des expériences révolutionnaires de demain. Plateforme de jeu. Un ensemble complet de technologies, d'outils, de services qui suppriment les barrières à l'entrée généralement associées à la technologie de la blockchain pour les développeurs de jeux. Fonds pour les développeurs. Notre fonds de subvention sans équité pour les créateurs de jeux est conçu pour accélérer l'adoption de la technologie blockchain et apporter plus rapidement ses avantages aux masses. Plaidoyer et éducation. Nous jouons un rôle actif dans la communauté pour aider les autres à mieux comprendre la technologie de la blockchain, son utilisation dans des jeux et l'impact positif qu'elle peut avoir sur l'industrie dans son ensemble. Et là, je vais faire une parenthèse. N'oubliez pas, Ripple a dit qu'il voulait se concentrer sur les petites transactions. On va faire un autre parallèle. C'est quand que la PlayStation 5 et la nouvelle Xbox sortent. Moi, j'ai vu des dates pour novembre. Septembre ou novembre. Est-ce que la nouvelle PlayStation, est-ce que la nouvelle Xbox va avoir un système développé pour appuyer des technologies comme des compagnies comme Forte? Il y en a d'autres aussi, là. Il n'y a pas juste celle-là. Je pense beaucoup à Ultra, qui est mon petit coin très, 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 très loin dans le ranking des CoinMarketCap, mais quand même, ils ont Ubisoft, qui ont comme partenaire Ubisoft, et c'est AMD, me semble. Avec une équipe qui vient de Microsoft, voyons, c'est quoi le nom? Uber, en tout cas, l'équipe de Ultra vient de tous les coins de la technologie, point de vue, les nouvelles technologies, quoi, en d'autres termes. Comme je dis Microsoft, il y a même, dans l'ensemble, il y en a un qui vient de Xbox aussi. Anyway, est-ce que la nouvelle génération de jeux, supportée par la nouvelle génération de consoles, va faire en sorte que les microtransactions vont exploser? On a vu dans la PlayStation 4 et il me semble Xbox, je suis pas sûr, mais la PlayStation 4 qui nous permettait de faire un streaming en direct de la PlayStation directement. Ça c'était révolutionnaire. Mais là, maintenant, on parle de pouvoir acheter, vendre des équipements qu'on a trouvés dans un jeu, bouger les avatars des personnages d'un jeu à l'autre. Toutes ces technologies-là vont faire avancer les microtransactions. Et est-ce que c'est ça aussi qui va faire en sorte que ça va tout rentrer dans XRP, puis ça va pousser le XRP, ça va pousser les prix, puis après ça, on va avoir les banques, puis toutes les institutions financières qui vont embarquer parce que le prix va avoir augmenté. Comprenez? En plus de tout ça, les partenaires de Forte, on a Disruptor Beam, on en a déjà parlé, Other Ocean, Congregate, iRes, Magmic, N-Way, DK, Netmarble. On voit ici quoi de neuf chez Forte. PID, une norme de paiement ouverte pour tous. Si on clique dessus, parce que j'ai presque fini, on va pouvoir cliquer dessus. Puis si je la traduis,
On va aller voir. On fait un peu de freestyle. Là. Nous avons créé la plateforme Forte pour permettre aux développeurs de jeux de créer des modèles commerciaux plus équitables et durables. Leur communauté de joueurs bénéficieront également de la plateforme grâce à une nouvelle conception de jeu, à la possibilité d'échanger et de vendre des produits numériques sur les marchés et plus encore. Un élément clé de cette nouvelle génération d'expérience de jeu sera un système de paiement qui permet d'envoyer et de recevoir facilement de l'argent dans le monde entier. PayID. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer notre engagement à soutenir nativement PayID dans la plateforme Forte. PayID vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent sur n'importe quel réseau paiement à l'aide de... N'importe quel... Recevoir de l'argent sur n'importe quel réseau de paiement à l'aide d'un simple identifiant facile à retenir par rapport à un routage, une carte de crédit ou un autre numéro non intuitif. Le plus important encore, PayID correspond à notre vision d'un avenir ouvert et interopérable. Il est gratuit, open source et fonctionne sur n'importe quel réseau de paiement. De plus, PayID possède les fonctionnalités de sécurité, de confidentialité et de conformité nécessaires à un système de paiement mondial intégré. En rationalisant le processus d'envoi et de réception des paiements, en simplifiant l'intégration, les développeurs de jeux et des joueurs pourront récolter plus facilement les fruits de leur effort et aider les économies de jeux communautaires à prospérer. Donc aussi, hein, il y a plein de choses là en tout cas, ça pète de partout, moi je pense. Ça fait juste péter de partout. Et pour terminer, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres cas qu'on va pouvoir voir PayID arriver. J'avais sorti ça ici. Pourquoi j'avais sorti ça? J'avais vu ING arriver. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi celui-là ici? Ouais, c'est ça qui parle de PayID. Le moyen le plus simple de payer est d'être payé. Créez votre propre PayID aujourd'hui. Donc, chez ING, vous pouvez déjà créer votre PayID. Puis après ça, il vous explique comment ça fonctionne. Je vous dirai pas les mêmes choses que je vous ai dit. Mais PayID est disponible sur ING aussi directement. Donc, on a fait un lien avec Codius. On n'a pas parlé de Coil, mais Coil, c'est des microtransactions, encore une fois. On a parlé d'Interledger Protocol, on a parlé de Polysign, de Forte, de Ripple. Je suis sûr j'en oublie. On a parlé de toutes les banques qui sont déjà PayID. On a parlé du gouvernement canadien, du gouvernement du Québec. All the money, all the fucking money, toute la crise d'argent. Tout va passer par PayID, puis d'après moi, ça n'aura pas le choix. Ça va passer par XRP. C'est quand le logo va être donné officiellement, c'est là qu'on risque d'être éjecté de notre siège. On va peut-être voir vraiment une explosion. J'ai comme l'impression qu'ils vont utiliser les microtransactions, ils se concentrent là-dessus. PayID peut les aider. Parce que quelque part, si tu transfères de l'argent à ton ami par PayID avec ta banque, c'est pas considéré comme un gros volume de transactions. C'est un petit paiement aux yeux de Ripple. En prenant toute cette sphère-là, en mettant un go, on part la machine. On va peut-être voir un XRP grimper à un certain montant. Puis, à un moment donné, quand ils vont arriver à une stabilisation, on va peut-être même voir les paiements plus gros revenir dans le on-demand liquidity. Parce que le XRP va pouvoir soutenir ces plus gros volumes de manière plus cohérente. C'est ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans le commentaire. Quand même une capsule d'1h15. Je voulais faire ça pas trop long, mais quand même, il y avait beaucoup de choses à faire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner des renseignements dans les commentaires, de m'ouvrir un peu les lumières. Il y en a beaucoup qui m'en donnent. Des fois, je les oublie. Je suis désolé. Mais souvent aussi, je les retiens puis je les ressors plus tard. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un like, de vous abonner, de partager. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire mon possible pour aller plus en profondeur, mais PayID, c'est tout. Ripple, c'est tout. ILP, c'est tout. Hyperledger, c'est tout. Puis tout ce tout-là se communique entre eux autres. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Comme d'habitude, faites attention à vous autres. Aimez-vous. Que les autres puissent mieux vous aimer. Que vous puissiez mieux aimer les autres. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous, à faire un like, à vous abonner, à partager. Et là-dessus, je vous laisse. Il y a un live qui commence avec Gros Dilatation. J'espère que vous avez aimé. Je vous laisse.
Ciao.